Vous êtes sur Télé Sud et vous faites bien de choisir notre chaîne pour vous informer. Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Tout de suite, les titres. Le bilan du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie lundi ne cesse de s'alourdir. Sur place, c'est la course contre la montre pour retrouver des survivants alors qu'on parle désormais de plus de 5000 morts. Selon l'OMS, quelques 23 millions de personnes pourraient être touchées par ce drame. Guillaume Gueffa, le chef de la division des droits de l'homme de la mission de maintien de paix des Nations Unies au Mali, déclaré persona non grata par les autorités du pays lundi. Son expulsion du Mali continue de susciter de vives réactions dans le milieu diplomatique à l'international. Ce mardi, c'est la France et l'ONU qui ont condamné la décision du gouvernement malien. On en parle dans cette édition. Nouvelle journée de mobilisation en France contre la réforme des retraites. Après deux précédentes journées, entre 900 000 et 1 million de personnes sont attendues dans les rues ce mardi sur toute l'étendue du territoire pour faire entendre leur mécontentement. Dans ce journal, nous ferons un tour d'horizon des rassemblements qui ont eu lieu à travers tout le pays. On ouvre ce journal par le drame qui a touché la Turquie et la Syrie. Lundi, ce tremblement de terre dont les victimes se comptent désormais par milliers. On parle de plus de 5000 morts sur place. C'est la course contre la montre pour retrouver des survivants. Mathieu Nicolas pour plus de détails. À peine sortie des décombres, cette petite fille, les larmes aux yeux, le pyjama maculé de poussière, cherche sa mère. Où est ma maman? Ta maman est à l'hôpital. Pourquoi vous n'avez pas emmené ma maman? En Turquie et en Syrie, les opérations de recherche se font sans répit. Les secouristes continuent à chercher des survivants dans les décombres après les séismes d'une magnitude de 7,8 qui ont frappé les deux pays. Malgré le froid, la pluie ou même la neige, les équipes de sauvetage font leur maximum. Mais parfois, les dégâts sont tels qu'il est difficile de se frayer un chemin dans les débris. Mardi, le bilan provisoire des victimes est monté à plus de 5000 morts. Ce dont les gens ont le plus besoin, ce sont des soins. 70% des bâtiments sont en ruine. Il n'y a que des ruines ici. Cependant, jusqu'à maintenant, personne n'a pris la peine de nettoyer ces ruines. Les secours ne sont arrivés que récemment. Cet incident s'est produit à 4 heures du matin. Selon l'OMS, du sud-est de la Turquie jusqu'au nord de la Syrie, c'est près de 23 millions de personnes qui pourraient avoir été touchées par les deux séismes meurtriers. La situation est critique dans ces deux pays et pousse la communauté internationale à intervenir. Les premières équipes de secouristes, de France et du Qatar notamment, arrivent ce mardi. Les Français envisagent de se rendre en particulier à l'épicentre du premier séisme, région difficile d'accès et profondément meurtrie, ensevelie sous la neige. La communauté internationale s'est immédiatement mobilisée pour venir en aide à la Turquie et à la Syrie, après la France qui va envoyer plus d'une centaine de secouristes de la sécurité civile et 10 autres pays de l'Union européenne, également l'Ukraine. C'est la Chine qui vient aussi de proposer son soutien aux pays sinistrés. Elle enverra une aide d'urgence de plus de 5,4 millions d'euros à la Turquie, une aide composée d'équipes de sauvetage en milieu urbain, des équipes médicales et du matériel de secours aux deux pays. On écoute la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Le gouvernement chinois a immédiatement activé le mécanisme d'aide humanitaire d'urgence et a décidé de fournir une aide d'urgence à la Turquie et à la Syrie. Le premier lot fournira 5,9 millions de dollars d'aide d'urgence à la Turquie, y compris l'envoi d'équipes lourdes de sauvetage urbain et d'équipes médicales, et fournira du matériel de secours en cas de catastrophe dont la Turquie a un besoin urgent. Nous coordonnerons également la fourniture de matériel de secours d'urgence à la Syrie et accélérerons la mise en œuvre des projets d'aide alimentaire en cours.
En France, je vous le disais en titre, ce mardi 7 février marque la 3e journée de mobilisation nationale à l'appel des syndicats pour protester contre la réforme des retraites et le report de l'âge légal de départ. Une mobilisation qui devrait, selon les syndicats réunis, près d'1 million de personnes. Soukaina Askali. À l'acte 3 de la mobilisation contre la réforme des retraites, une donnée sera importante, le taux de mobilisation des grévistes. 200 rassemblements sont prévus dans toute la France. Cette fois encore, les étudiants se sont ralliés à la cause en bloquant l'entrée de cette université. En fait, aujourd'hui, les jeunes ils sont mobilisés contre la réforme des retraites parce qu'on est bien conscient de ce qui se passe en fait, dans la société. Et même si les retraites, ça semble très lointain pour nous, parce que c'est dans 40, 50 ans selon notre âge, on s'est bien rendu compte en fait, que les jeunes, on est les grands oubliés encore de cette réforme. Comme les 19 et 31 janvier dernier, les réseaux de transport sont également fortement perturbés. Mais cela n'empêche pas les voyageurs de s'organiser et d'apporter en majorité leur soutien à la mobilisation. Écoutez, j'avais un train hier, c'était un Ouigo pour Lyon qui a été annulé, Lyon-Saint-Exupéry. Aujourd'hui, j'ai pu prendre celui de 7h48 pour Lyon-Pardieu. Bon, ça a chamboulé un petit peu mon transport, mais après, je ne suis pas contre les cheminots. S'ils font grève, c'est qu'ils estiment être dans leurs droits, donc on s'organise. Je suis d'accord avec les revendications des gens qui vont dans la rue. La semaine dernière, j'y étais et cette semaine, je ne peux pas changer mon planning de boulot, donc j'y suis pas, mais je suis solidaire. C'est une prérogative constitutionnelle. Lundi, le texte du projet de loi est arrivé à l'Assemblée nationale. Dans l'hémicycle, à droite comme à gauche, les débats houleux ont donné lieu à la suspension de la séance par la présidente. Le point de cristallisation, l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Cette réforme des retraites, c'est le Titanic, le bateau peuple pour encaisser et survivre 1, 2, 3 réformes qui sont injustes. Mais c'est bien la 3e classe qui est submergée en premier et ensuite c'est tout le bateau qui sera perdu. N'ayons pas peur de le dire. En matière de retraite, mesdames et messieurs les députés, c'est une réforme ou la faillite. C'est ça la réalité de notre système aujourd'hui. Jusqu'ici, les manifestations n'ont pas semblé faire fléchir le gouvernement, mais cette nouvelle journée pourrait servir d'argument aux députés de l'hémicycle. Une nouvelle journée de manifestation est déjà prévue samedi. Toujours à propos de cette mobilisation contre la réforme des retraites, les syndicats promettent de durcir le ton si le gouvernement s'entête à passer en force. On écoute Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Sachant qu'il y a une journée samedi et donc certains feront le choix d'une des deux journées, pas les deux. Mais en tout cas, le mouvement il est toujours aussi fort. Et puis, il suffit justement d'être dans la vie réelle, de se promener dans la rue, d'aller faire ses courses pour voir que le soutien il est très très large à cette mobilisation. Et ça, c'est important. L'opinion publique, c'est important aussi. Pour de nombreux franciliens, pas question d'accepter le départ à la retraite à 64 ans. Mais jusqu'où sont-ils prêts à aller pour faire barrage à cette réforme des retraites? Écoutons quelques-uns. 64, c'est même pas imaginable. Il faut savoir quand même que seulement un tiers des personnes, de manière générale, continuent à travailler après 60 ans. Donc aujourd'hui, c'est pas nous faire travailler plus longtemps, c'est nous faire partir avec une retraite encore plus misérable que cherche à faire cette réforme. Et à l'hôpital, nous on le voit quotidiennement, des collègues qui ont 55, 56, 57, qui sont déjà brisés par le travail, leur expliquer qu'elles vont devoir travailler jusqu'à 64 ans, c'est tout simplement pas possible. Ah ben moi je pense que le seul moyen, si on veut vraiment que le gouvernement cède, il faut bloquer le pays, le transport, l'énergie, la jeunesse. C'est le seul moyen. Voilà. Sinon, rien n'est possible à mon avis. Mais si on peut bouger sur un tout petit peu, c'est déjà ça. Hein. Faisable, je sais pas. Faudra voir. Ouais, je l'appelle de mes voeux en tout cas. Mais bon. Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, est à Bamako pour une visite de 48 heures, une première pour un ministre russe dans ce pays. Au cours de sa visite, il rencontrera son homologue malien Abdoulaye Diop, suivi d'une séance de travail élargie aux deux délégations. Le représentant du Kremlin sera également reçu par le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta. Une visite pas du tout surprenante, étant donné que le Mali cherche de nouveaux partenaires après avoir, il y a quelques mois, rompu sa coopération avec l'armée française.
Guillaume Gueffa, le chef de la division des droits de l'homme de la mission de maintien de paix des Nations Unies au Mali, déclaré persona non grata par les autorités du pays lundi. Son expulsion du Mali continue de susciter de vives réactions dans le milieu diplomatique à l'international. Ce mardi, c'est la France et l'ONU qui ont condamné la décision du gouvernement malien. Soukaina Askali pour plus de détails. Il ne reste que quelques heures au directeur de la division des droits de l'homme de la MINUSMA, Guillaume Gueffa Atondoko Andali, pour quitter le territoire malien. Depuis dimanche soir, les autorités maliennes l'ont déclaré persona non grata à la télévision nationale. Cette mesure fait suite aux agissements déstabilisateurs et subversifs de M. Andali, en violation flagrante des principes et obligations que doivent observer les fonctionnaires des Nations Unies et tout diplomate accrédité au Mali, conformément aux conventions internationales pertinentes. Le chef de la division des droits de l'homme de la mission onusienne au Mali est le deuxième diplomate expulsé par les autorités. Il était depuis longtemps dans le collimateur des autorités de transition dans le pays. L'annonce de son expulsion a été condamnée par la France et l'ONU. L'organisation internationale appelle même les autorités maliennes à revenir sur leur décision. Nous appelons les autorités intérimaires du Mali à annuler sans délai cette décision regrettable. Les Nations Unies ont longtemps maintenu que la doctrine de persona non grata ne s'applique pas au personnel des Nations Unies. Les autorités maliennes accusent le fonctionnaire onusien d'avoir mis en avant Aminata Dicko devant le Conseil de sécurité. Cette citoyenne malienne, dont Bamako conteste la légitimité comme membre de la société civile, avait tenu des propos jugés comme une haute trahison. Depuis, elle fait l'objet de menaces et même de citations à comparaître. Nous exhortons les autorités maliennes à assurer un meilleur respect et une meilleure protection des défenseurs des droits de l'homme. Personne ne devrait subir de représailles pour s'être exprimé sur des questions de droits de l'homme. Même son de cloche du côté de la France, les autorités françaises ont elles aussi vivement condamné la décision prise par la junte malienne d'exiger le départ du directeur de la division des droits de l'homme de la MINUSMA. Des enquêtes ont été ouvertes après la mort présumée de pèlerins nigérians musulmans au Burkina Faso, a annoncé lundi le ministre des Affaires étrangères burkinabé dans un communiqué. Leur nombre est encore inconnu pour le moment. Selon le président nigérian Muhammadu Buhari, ces pèlerins auraient été la cible d'une attaque armée alors que leur bus roulait en direction de Kaolack au Sénégal. Avec la multiplication des attaques terroristes au Burkina Faso, la panique s'empare des populations des pays frontaliers comme le Ghana. Le pays jusque-là épargné vit désormais dans la crainte d'un débordement djihadiste venu du Sahel. Dans la zone frontalière de Barkou, dans le nord du Ghana, par exemple, difficile pour les villageois de dissimuler leur peur. De là où elle se tient, Halima peut voir son village. Situé au Burkina Faso, il est à environ 2 km. Halima y vivait avec ses enfants. Mais un jour, des djihadistes ont débarqué et semé la terreur. Nous étions en train de dormir quand nous avons entendu des tirs. Ils tiraient mais on ne savait pas pourquoi. Certains hommes ont fui, mais nous, les femmes, nous n'avons pas pu. Le lendemain, certains sont allés voir ce qu'il s'est passé et ont découvert qu'ils avaient tué 2 hommes. Halima et ses enfants n'ont eu d'autre choix que de fuir le Burkina pour rejoindre le Ghana voisin. Aujourd'hui, la mère de famille se sent plus en sécurité. Elle sait qu'elle ne retournera pas au pays pour l'instant, trop dangereux. Rien que la semaine dernière, une autre attaque a provoqué des morts. C'est mon pays, mais maintenant, nous, on a peur du Burkina. Le Burkina n'est pas bon. On tue les gens comme des poulets maintenant. Le Burkina n'est plus bon. Il y a quelques jours à Bitou, 5 personnes sont venues tuer des gens. C'est à cause de ça que nous avons eu peur au Burkina et que nous sommes venus au Ghana. Comme la famille d'Halima, nombreuses sont les personnes qui fuient leur pays pour rejoindre le Ghana. Burkina, Côte d'Ivoire, Togo ou même Bénin, dans ces pays et particulièrement au Ghana,
la crainte de voir les attaques djihadistes s'exporter sur leur territoire est palpable. Si l'insécurité nous touche comme les autres pays, cela va déchirer le Ghana. Rappelez-vous qu'au Ghana, nous avons plus de 5000 groupes ethniques. Nous sommes tous liés et vivons ensemble. Donc, si les djihadistes arrivent à utiliser une ethnie dans leur lutte contre les autres groupes, vous pouvez imaginer ce qui va se passer. Donc, le gouvernement est conscient de cela et nous ne prenons aucun risque et c'est pourquoi nous renforçons notre sécurité le long de toutes nos frontières. Pour l'instant, le Ghana a échappé aux attaques djihadistes directes, mais le gouvernement se veut prévoyant en choisissant de renforcer la présence militaire et de sensibiliser les communautés pour apaiser les tensions et soutenir les populations locales. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a même appelé à une coopération locale entre les pays voisins, notamment dans le cadre d'opérations militaires conjointes. Des anomalies révélées par le rapport de la Cour des comptes sur les fonds Covid au Togo, l'aide militaire de l'Occident à Kiev qui pourrait conduire à une escalade de la violence selon Moscou et le discours de Joe Biden sur l'état de l'Union. C'est le reste de l'actualité présenté par Suilas Bailly et Noël Ndonga. La Cour des comptes du Togo a publié un rapport accablant sur la gestion des fonds Covid. Le rapport fait état de plusieurs anomalies en matière d'attribution de marchés publics, des marchés qui auraient été attribués en dehors du cadre légal. Plusieurs ministères sont pointés du doigt. Les sommes incriminées atteignent plusieurs milliards de francs CFA. La Cour parle aussi d'hôtels et auberges réquisitionnés par des préfets à la place du ministère du Tourisme, parfois oralement, des virements bancaires effectués sur des comptes personnels ou appartenant à des structures commerciales sans aucun lien avec le complexe hôtelier. Face aux sollicitations de clarification faites par la Cour des comptes, les structures mises en cause ont gardé le silence. L'aide militaire de l'Occident à Kiev pourrait conduire à une escalade imprévisible selon la Russie. Depuis janvier, l'armée russe est repassée à l'offensive, en particulier dans le Donbass, région de l'Est dont elle revendique l'annexion. Moscou a mis en garde l'Occident contre un accroissement de son aide militaire à l'Ukraine, qui pourrait entraîner les pays de l'OTAN à un niveau imprévisible d'escalade du conflit. L'Ukraine, qui manque d'hommes et de munitions pour faire face à l'armée russe, qui a le bénéfice du nombre, ne cesse de demander du matériel à ses alliés. Par la voix de son ministre de la Défense, Moscou met en garde l'Occident contre un accroissement de son aide à l'Ukraine. Ce mardi, le 46e président des États-Unis prononcera son discours sur l'état de l'Union, rituel de la vie politique américaine, qui doit lui permettre normalement de présenter son programme pour l'année en cours aux élus du Congrès et à des millions de téléspectateurs. Mais l'échéance électorale de 2024 sera dans toutes les pensées. Joe Biden veut mettre en avant ses plans historiques pour surmonter la pandémie de Covid-19, la modernisation des infrastructures du pays, l'accélération de la transition énergétique et la rivalité avec la Chine dans le secteur des micropuces. Réalisations auxquelles s'ajoutent des créations d'emplois. En janvier, par exemple, les bons chiffres de l'emploi ont contribué à la chute du taux de chômage à 3,4%, du jamais vu depuis 1969. Joe Biden fera valoir que les politiques économiques qu'il a épousées lui donnent le droit de briguer un second mandat en 2024. Fin du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou samedi dernier. L'événement qui a commencé le 27 janvier a permis à de nombreux artisans de la sous-région d'exposer leurs œuvres dans la capitale burkinabé. Même si certains n'ont pas pu faire des profits, ils sont nombreux à avoir enrichi leur carnet d'adresses. Edema Ebla, notre correspondant local. Initialement prévue du 28 octobre au 6 novembre 2022, la 16e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, SIAO, avait été reportée au lendemain du coup d'État du 30 septembre 2022. Cette fois, c'est la bonne, puisqu'elle a pu ouvrir ses portes le vendredi 27 janvier 2023. Environ 350 artisans venus d'horizons divers démontrent leur savoir-faire sur le thème artisanat africain, levier de développement et facteur de résilience des populations. Moi, je vends beaucoup de choses. Je vends des assiettes en terre, je vends les ouslandaka, je vends les carafes, les assiettes, les plateaux, etc.
tu peux ramasser tes marchandises, venir déposer. La plupart des marchandises, ça se casse. Mais avec ça, on ne compte pas parce que tu peux avoir des relations. Après le CIAO, tu peux avoir des commandes que tu peux ramener. Avec ça aussi, bon, on peut dire que le CIAO, ça nous apporte beaucoup de choses. Cette année, il n'y a pas marché. On voyait qu'il n'y a pas trop de visiteurs cette année. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu venir. Donc ça joue sur les marchés. Bon, ce n'est pas comme l'année passée. On vient pour chercher les marchés. Bon, notre travail là, bon, c'est un peu caché. Si on est venu au CIAO, on peut permettre pour avoir un client ailleurs. Si, même après la fête maintenant, il peut payer avec nous. Nous-mêmes, on a pris notre responsabilité, venir. Si ça marchait, bon, c'est bon. Si ça n'a pas marché aussi, l'année prochaine, on est prêt toujours venir pacifier les CIAO. Un marché qui accueille bon an, mal an des exposants, des acheteurs, mais aussi des visiteurs professionnels. Je trouve que c'est très bien organisé, très bien organisé d'ailleurs. Et franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Pour cette année, quand même, c'est très bien organisé. Et on sent aussi qu'il y a la sécurité. Plus les années passent, plus il y a des améliorations. Donc cette année, c'est quand même, je pense que c'est plus meilleur par rapport aux autres années qui sont passées. Parce que les autres années, les gens garaient n'importe comment, il y avait beaucoup de rangs et tout. Et alors que cette année, ça va, c'est quand même très bien organisé. On a décidé de faire des achats parce qu'on a une multitude d'exposants qui viennent un peu de partout. Donc c'est une occasion pour nous de pouvoir peut-être avoir des objets qu'il faut peut-être prendre l'avion pour aller dans d'autres pays en trouver. Alors qu'au CIAO, c'est sur place qu'on a tout ce dont on a besoin. Vraiment très beau, ça sort de l'ordinaire, du commun qu'on a l'habitude de voir. Donc c'est une occasion aussi pour nous de faire des affaires. La 16e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, CIAO, débuté le 27 janvier dernier, se poursuit jusqu'au 5 février 2023. Pour finir cette édition, retour en Syrie où un bébé né sous les décombres d'un immeuble de Genderis, une localité de Syrie durement touchée par le séisme de lundi. C'est une fille, son état est stable, a rassuré le pédiatre qui s'est occupé d'elle. Malheureusement, sa mère, à qui elle était encore liée par le cordon ombilical, est décédée avant d'être transférée à l'hôpital d'Afrine pour être soignée. Longue vie à cette petite miraculée et père à l'âme de sa mère. C'est tout. C'est sur ces images que nous allons prendre congé de vous. Et merci de nous avoir suivis. Ne zappez surtout pas, les programmes continuent sur Télé Sud. Au revoir.